Congo était un cas particulier parce que il y a eu plusieurs rendez-vous, plusieurs rencontres entre les représentants du FMI et les représentants du gouvernement congolais en mars 2017, en octobre 2017, en décembre 2017 et puis mars-avril 2018. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu un communiqué dans lequel les deux parties s'étaient mises d'accord pour pouvoir mettre en place la possibilité de conclure finalement cet accord, à condition que le Congo remplisse un certain nombre de critères, qui étaient donc la mesure donc pour la bonne gouvernance, la mesure anticorruption, et puis la mesure concernant la transparence de la gestion des entreprises. Alors, aujourd'hui, est-ce que les autorités congolaises ont rempli ce cahier de charge pour que le dossier du Congo puisse être présenté au FMI, pour que le Congo puisse aussi avoir sa part, n'est-ce pas, de cette facilité de crédit qui était donc accordée aux différents États de la CEMAC. Est-ce que le dossier du Congo sera présenté? Là est toute la question. À l'heure où nous parlons, d'après les informations qui circulent, on ne sait pas grand-chose à l'heure actuelle. Est-ce que le Congo a vraiment rempli le cahier de charge? Quelles sont les mesures, quels sont les décrets, quelles sont les lois qui ont été prises pour permettre finalement au Congo de donner un signal fort en termes donc de réalisation des conditionnalités qui ont été avancées par le FMI et d'ailleurs reprises d'une certaine manière par la France, puisque la France avait promis une aide. Le FMI accorderait. Voilà, avait donc promis une aide de 150 millions d'euros. Et donc tout ça est suspendu à ce fameux accord budgétaire. Donc à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas plus d'informations que vous, peut-être que... On va donner donc la parole à Verlin Richard Bekabeka. Alors, Monsieur Bekabeka, vous avez entendu plus ou moins les éléments contextuels. On connaît à peu près dans quelles circonstances le Congo est arrivé au FMI. Aujourd'hui, le pays attend. Est-ce que vous avez déjà des éléments à compléter par rapport au contexte? Et surtout, si vous pouvez nous répondre déjà en disant, est-ce que le Congo remplit les conditions posées par le FMI afin de voir son dossier passer à ce conseil d'administration du 27 juin prochain? Oui, donc déjà... Pour revenir sur ce sujet du FMI, ce que le professeur Okamba vient de dire, il a résumé un peu la situation comme elle se présente. Mais par contre, il faut contextualiser. Il faut se dire que la première déclaration du FMI concernant les négociations avec le Congo, ça date de décembre 2017, où il était question de valider le budget 2018 du Congo. Donc ça, c'était une des premières exigences du FMI, que le Congo puisse avoir un budget. Et le budget 2018 a donc été voté. Et lorsque on regarde ce budget 2018, qu'est-ce qu'il dit ce budget 2018? Il nous dit, enfin le Congo prévoit une croissance à 2,8% et un excédent budgétaire de 219 milliards de francs CFA. Donc voilà la première exigence de dire le Congo a présenté un budget. Alors, je ne suis pas en train de dire que ce budget sera sincère ou réalisable, mais c'est l'outil premier, celui d'avoir un budget. Donc aujourd'hui, on va se baser sur ce budget 2018 qui a été voté, qui va permettre justement de se dire, voilà, sur la stabilité macroéconomique, voilà les éléments budgétaires pour le Congo. Et la deuxième exigence était celle qui consistait à ce que le Congo puisse négocier avec ses créanciers. Parce que ce n'est pas le FMI qui va négocier avec les créanciers congolais, parce qu'il s'agit d'une dette extérieure du Congo, ce qu'on appelle la dette négociable. Et cette dette négociable, c'est donc aux autorités congolaises de négocier avec ses créanciers. Et vous vous souvenez d'ailleurs de la déclaration du Premier ministre, qui est une sorte d'autosatisfaction, je crois que je l'ai noté. Le Premier ministre évoquait la restructuration de la dette qui lui permettra de rétablir la situation économique du Congo. Donc, en réalité,
Une fois que le Congo avait voté son budget, la deuxième étape consistait à restructurer sa dette. Or, cette dette ne pouvait être restructurée qu'à travers ce que tous les financiers connaissent, hein, c'est-à-dire soit l'allongement, le rééchelonnement de la dette. C'est-à-dire qu'on prolonge les échéances. Parce que je n'imagine mal que les créanciers puissent négocier la réduction du taux d'intérêt ou alors annuler leurs dettes. Donc, on était sur trois conditions. Avoir élaboré un budget, ça a été fait. Restructurer la dette, ça aujourd'hui, personne ne sait si le Congo a réussi à restructurer cette dette avec ses créanciers, parce qu'il faut rendre la dette soutenable. Et une fois que la dette est devenue soutenable, c'est en ce moment-là que le FMI pourrait intervenir justement sur ce qu'il appelait un arrangement financier. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, tout le monde, on sait plus ou moins comment fonctionne le FMI. Le FMI, c'est pas une banque. Le FMI, c'est une institution qui prête auprès des pays membres. Et le Congo est membre du FMI depuis le 10 juillet 1963. Et comment le FMI finance les pays membres? Chaque pays membre détient ce qu'on appelle des DTS, c'est-à-dire des droits de tirage spéciaux. Et actuellement, le Congo, il a 84,6 millions de DTS avec un encours de crédit de 26 millions de DTS. Donc, si on soustrait les 26 et les 80, voilà ce qui va rester, la part qui restera au Congo. Donc, ce qui peut se passer avec le FMI, à supposer que le Congo n'ait pas respecté les exigences du FMI, c'est-à-dire à savoir l'outil de la bonne gouvernance, et on sait très bien que l'un des outils de la bonne gouvernance qui permet la crédibilité budgétaire, c'est ce qu'on appelle la Cour des comptes. Or, il se trouve que la Cour du compte de Congo ne sera effective qu'en 2021 quand on regarde sur la loi organique relative aux lois des finances. Donc, on se demande bien quel est l'outil de gouvernance qui va permettre au Congo de satisfaire les exigences du FMI et également la lutte contre la corruption. Donc, sur ces points-là, on ne sait pas trop bien où on va. Et pourquoi c'est important que le FMI puisse valider cet arrangement financier? Parce que dans les accords, c'est-à-dire dans les ressources du FMI, un pays peut emprunter jusqu'à 600% de ses DTS. C'est-à-dire de 200 à 600%. Aujourd'hui, le Congo, il a besoin d'un plan triennal, d'un plan sur 3 ans. Donc, le Congo a besoin de plus ou moins de 1500 milliards de francs CFA. Donc, si le Congo n'obtient pas cet accord avec le FMI, à la limite, le Congo pourra, au regard de ses DTS, bénéficier d'un financement à hauteur de 200 milliards de francs CFA. Or, la charge financière du Congo dépasse les 200 milliards. Et pour donner une image beaucoup plus concrète aux Congolais, il faut toujours se baser sur quelque chose de factuel. Nous avons voté un budget. Mais le budget, il dit que le budget va être excédentaire. Mais ça, c'est sur le papier. Parce qu'il faut-il encore réaliser cette croissance à 2,8%? Il faut-il encore que les recettes rentrent et que les dépenses soient absorbées? Ça, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, mais il faut aller regarder le budget de la trésorerie. Le Congo a un gap financier, un gap de financement en 2018 qui représente 603 milliards 900 millions de francs CFA. Voilà. Non, le gap financier est de 559 milliards 900 millions de francs CFA. Voilà le gap de financement du Congo. Le Congo a besoin d'un financement extérieur pour 2018 de 559 milliards 900 millions de francs CFA. Donc, si le Congo n'a pas ce plan triennal avec le FMI, ça poserait problème. Et à quoi va servir
À quoi va servir les 559 milliards dont le Congo a besoin? Ce n'est pas pour faire des investissements, ce n'est pas pour relancer l'économie. Je termine là-dessus. Simplement, le financement extérieur que le Congo attend, en additionnant avec son excédent budgétaire de 219 milliards, c'est pour rembourser la dette, donc les intérêts de la dette, qui représentent 603 milliards 900 millions de francs CFA, et probablement payer également les arriérés. On peut supposer que ce sont les arriérés des fonctionnaires ou alors des pensions qui a été provisionné à hauteur de 128 milliards 500 millions de francs CFA. Donc voilà la situation concrète, réelle, qui n'est pas budgétaire, mais la trésorerie du Congo, c'est ça, c'est ce document-là qui nous permet aujourd'hui de dire voilà le besoin du Congo, voilà pourquoi le Congo a besoin de cet argent. Or, il se trouve que rien n'a été fait. Aujourd'hui, on ne sait pas. Nous ignorons quelles sont les conclusions des négociations avec les créanciers. C'est sur cette base-là que le FMI accordera ou pas le plan triennal avec le Congo. Alors, messieurs, on a bien compris, je sais que là, c'est très, très technique, professeur Okamba. Alors, finalement, le Congolais lambda qui nous suit doit l'entendre bien ce que vous expliquez, les DTS et tout le reste. Est-ce que le dossier du Congo aujourd'hui est présentable auprès du FMI afin de décrocher cette aide financière, professeur Okamba? Quand on voit les conditions qui sont déjà publiques aujourd'hui, on ne sait pas, c'est vrai que Bernard Richard Bikabeka parlait des créanciers congolais. Est-ce qu'il y a eu peut-être entre-temps des négociations afin de pouvoir, on a vu avec les Trafigura et les autres, il y avait peut-être des choses qui se faisaient. Est-ce qu'aujourd'hui, on a assez d'éléments pour apprécier en disant, OK, on va aller au FMI et on ira cet argent, ou bien on y va juste comme on a toujours fait, un peu à la Mboka, on y va parce qu'il faut y aller, mais sans grande conviction? Non, le problème, c'est que, en termes d'outils, puisque M. Kabeka a parlé tout à l'heure de l'outil budgétaire, que le FMI avait exigé qu'il y ait un outil budgétaire. Il fallait faire un budget. Le budget a été fait. Bon, on se rend compte que le budget qui est fait, le budget, c'est une traduction en termes comptables du programme d'activité que veut réaliser un pays pour une année. Est-il sincère? Parce que certains doutent un peu de la sincérité de ce budget. La sincérité ou pas la sincérité, là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il fallait en faire un. Il a été fait. Ça, c'est de un. De deux, dans ce budget, il y a une part importante qui concerne justement cet apport d'aide, ce prêt du FMI. Or, aujourd'hui, les négociations avec le FMI, les négociations avec les créanciers, par exemple avec les traders suisses, avec, je dirais, la Chine, je ne sais pas, peut-être avec la Chine, au niveau national, l'évaluation même de la dette, parce qu'on ne connaît pas exactement quel est le montant de cette valeur. Donc, il y a eu des audits qui ont été engagés, des entreprises d'audit qui ont été engagées pour effectuer donc l'audit et avoir une idée nette de cette dette intérieure et de la dette des traders. La dette, l'autre partie de la dette extérieure, c'est ce que l'on connaît à peu près, qui représente 125% du pays. Donc, à la date d'aujourd'hui, c'est vrai que le gouvernement ne communique pas beaucoup sur la question. Donc, on peut imaginer qu'il y a des choses qui se font, qu'il y a des négociations qui se font quasiment dans le silence. On ne peut pas imaginer que le gouvernement puisse rester assis et attendre que le temps passe. C'est impossible. Donc, il y a certainement des choses qui sont en train de se faire en termes de négociations avec le trader pour rééchelonner la dette. Ça, je suis sûr et certain. Maintenant, le problème, est-ce que ces négociations sont de nature à permettre aujourd'hui au FMI de présenter au niveau du conseil d'administration le dossier du Congo le 27 juin. 27 juin, c'est dans quelques jours. Dans quelques jours. Là, je ne peux pas m'engager. Mais nous pensons que les autorités font le nécessaire, tout au moins au niveau de la négociation des échelonnements de la dette.
Voilà. Bernard Richard Beka, est-ce que aujourd'hui vous faites confiance, vous croyez que les autorités congolaises, comme le dit le professeur Okamba, même s'il est un peu sceptique, mais enfin il dit par principe que le gouvernement a sans doute pris des dispositions nécessaires afin de pouvoir, je dirais, s'arranger avec les créanciers et aujourd'hui montrer au FMI un dossier qui soit, je dirais pas bancable, mais qui soit présentable afin que cette aide, je dirais, soit obtenue. Non, mais la confiance, ce n'est pas à nous de l'avoir. La confiance, c'est au gouvernement de donner confiance à sa population. Il y a un manque de communication terrible, une sorte de déni de réalité. On a l'impression que le Congo est suspendu à la décision du FMI. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Nous, on aimerait bien que les communicants de ce gouvernement nous disent où en est la réalité du pays. Parce que c'est vrai, on a évoqué ici les éléments factuels. S'agissant du budget qui a été voté, et je suis d'accord avec le professeur Okamba, on ne va pas ici poser la question de la sincérité de ce budget, mais tout laisse à penser. Nous sommes en juin 2018. Un budget, c'est pas de juin à décembre. Et lorsque vous prévoyez dans un budget une croissance à 2,8%, soyons un peu plus réalistes. Cette croissance va venir d'où? Cette croissance va venir d'où? Donc, ce qui pose même la sincérité, effectivement, de cet excédent budgétaire qui a été voté. Mais là n'est pas le problème. Donc, il y a eu donc le budget qui a été voté, et il y a eu, on se doute certainement qu'il y a des négociations, parce que c'est quoi la soutenabilité de la dette dans la zone CEMAC? Il y a une convergence au niveau de la zone CEMAC qui veut que la dette publique ne soit pas au-dessus de 70% du PIB. Et nous, en 2017, on était à 110%, suivant les déclarations du FMI. Il y a des chiffres qui circulent qu'on serait à 230%. On découvre des choses, donc on ne sait pas en réalité. C'est ça le problème. On ne sait pas en réalité la dette du Congo. Donc, alors, mais finalement, on se base sur quoi? On ne sait pas en réalité, tout est caché. On fait quoi alors finalement? Non, mais aujourd'hui, nous, on se réfère sur le budget qui a été voté. On se réfère sur les recommandations du FMI concernant la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Et on se réfère sur les pratiques du FMI. Le FMI ne pourra pas aller au-delà de ces pratiques. Parce qu'il y a un problème quand même. Il faudrait quand même également que nous, Congolais, nous puissions le dire, parce que généralement, on tape sur le FMI. Mais le FMI n'est pour rien là-dessus. C'est le Congo qui est allé chercher le FMI. Le Congo est membre du FMI. Et en tant que membre du FMI, il a le droit et le FMI a le devoir d'aider ce pays-là. Mais le FMI ne peut aider le Congo au-delà de sa capacité de contribution. C'est les fameux DTS. Mais il existe des accords où on peut aller au-delà de ces DTS, mais dans ces conditions-là, parce que vous imaginez bien, une fois que le FMI l'a fait, mais il faudrait également conduire les réformes structurelles. Donc, regardez ce qui s'est passé en Grèce. Vous avez vu comment les Grecs ont bavé. Donc, ne pensez pas qu'il suffirait que le FMI donne son accord, que tout redeviendra normal. Il y a un travail à faire. Ce qui est à regretter dans notre pays, c'est que on est en train de perdre du temps. Il y a trop de temps qui est perdu. Donc, aujourd'hui, sincèrement, Monsieur Makosso, on ne sait pas. C'est ça qui est triste pour nous. On ne sait pas ce que le FMI va décider. Mais tout laisse à penser que le FMI ne validera pas un plan triennal. Maintenant, s'il le fait, même si aujourd'hui le FMI valide ce plan, n'allez pas penser, comme disait le Premier ministre dans sa déclaration, que ça va lui donner les moyens de redémarrer. Non, ça ne se passe pas comme ça. Alors, messieurs, je vais juste traduire en français vos propos, en fait, pour ceux qui nous suivent. C'est que le Congo a un dossier qui n'est pas aussi, je dirais, présentable selon les conditions qui ont été posées par le FMI. Les questions de corruption, on a vu quelques personnes traîner un peu dans les cours de justice au Congo, mais ça a été quelques minutes fretin.
pour tout ce qui concerne, je dirais, la dette extérieure, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a Guillaume Kouka qui explique qu'il y a eu une dépêche d'Encor qui est en train de négocier avec le Congo aujourd'hui. On sait que le plus gros bailleur, c'est la Chine. Pour l'instant, on n'a rien du tout. Donc, monsieur, pour être optimiste et pour traduire le langage de ces deux économies, c'est que le Congo est plus ou moins, je dirais, pas dans la merde, mais le FMI, on n'est pas convaincu que cela passerait. Maintenant, professeur Okamba, au cas où le FMI ne fait absolument rien, ou bien que le Congo utilise son droit de tirage tel que vous l'avez dit tout à l'heure, quel sera véritablement le sort de l'économie congolaise et des Congolais à partir du 27 juin, puisque visiblement le pays ne s'est pas vraiment préparé sérieusement afin de passer ce cap. Alors, le problème, c'est que le Congo est très endetté, donc c'est pas un secret pour personne. Quand on est trop endetté, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si le FMI, finalement, arrive à l'hypothèse que, bon, ben, le Congo n'est pas prêt parce que tous les éléments n'ont pas été réunis comme il faut, etc. À partir du 27, le Congo doit maintenant revoir sa copie, revoir les différents créanciers, relancer le plus rapidement possible les négociations pour rééchelonner la dette et les intérêts qui vont avec. Donc ça, c'est un travail qui doit être fait et qui devait être fait d'ailleurs depuis très longtemps. Bon, malheureusement, qui traîne. Et puis que le gouvernement communique et rassure la population. Ok? Parce que le sentiment général qui essaie de se dégager, c'est que c'est opaque. Bon, la population sera mise devant le fait accompli le moment venu. Non. Non. Les autorités gouvernementales, donc, doivent faire l'effort. Tout le monde sait qu'on est en situation de crise. Donc, dans la situation de crise, il faut expliquer au moins ce qui est en train de se faire, les négociations qui sont en cours, etc., etc. Mais il y a ce déficit de communication qui pose problème. Donc, si le 27 juin, le FMI ne traite pas le dossier du Congo, je pense que les autorités n'attendraient pas cette date, puisqu'ils savent à peu près là où ils en sont avec le dossier, pour rééchelonner, demander vraiment le rééchelonnement de la dette, renégocier avec les différents partenaires, aussi bien d'Europe, d'Asie que d'Amérique, pour essayer de réduire progressivement la dette. C'est vrai, les tentatives de mettre sur la place, sur le marché financier régional, on en parlera tout à l'heure. Oui. Donc, les bons du Trésor, bon, ce sont des moyens qui permettent de réduire cette dette, mais on verra tout à l'heure que ce sont des moyens qui sont très limités, vu l'ampleur de la dette. Voilà. Alors, le professeur Okamba fait déjà rentrer, en fait, un peu cette question. Est-ce que finalement, Bernard Richard Beka, les différents plans qui vont être mis en place aujourd'hui, quand on voit le marché obligataire, ce n'est pas déjà une anticipation du gouvernement pour se dire, ben voilà, le FMI ne viendra sans peut-être pas totalement par rapport à nos besoins, mais au moins, on a un petit pactole pour se mettre de côté afin de réagir et d'attendre que les négociations avec différents bailleurs puissent aboutir. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Les marchés obligataires n'ont rien à voir avec ça. Mais avant d'aborder justement cette question des marchés obligataires, hein, qui est très intéressant, n'évacuons pas trop vite cet aspect du FMI. C'est vrai, là, on a parlé de quoi? On a parlé que de la dette extérieure du Congo. Et je pense que les Congolais doivent se souvenir que notre ministre des Finances avait déclaré vouloir solliciter 2 cabinets d'audit au Congo pour faire l'audit commercial de la dette intérieure, la dette commerciale intérieure du Congo. C'était, je crois, en mars 2018. Aujourd'hui, nous sommes mi-juin 2018. Est-ce que cet audit a été fait? Est-ce que le gouvernement a communiqué sur la dette intérieure du pays?
Donc, vous vous rendez compte? C'est ce manque de communication, ce manque, donc on ne sait pas. On ne sait pas quelle est la dette intérieure du pays. Là, on parle de la dette extérieure. C'est vrai que la dette extérieure, elle est très importante parce que un des critères même sur lequel le FMI s'appuie, c'est justement l'équilibre de la balance des paiements, c'est-à-dire tous les emprunts, toute cette dette extérieure. Ça, on l'a compris. Maintenant, après, est-ce que le gouvernement réussira-t-il ou a réussi à trouver un arrangement avec ses créanciers? Parce que ça ne peut être que ça. Le Congo a déjà vu sa dette annulée en 2010 par le FMI. Et là, on ne parle pas d'annulation. Hein. Ça va être un rééchelonnement. C'est-à-dire que cette dette-là est reportée pour des générations à futur. Les mêmes générations qui avaient de l'argent placé quelque part. Et ils vont se retrouver finalement à avoir une dette placée quelque part. Et lorsqu'on a des responsables politiques qui n'arrivent pas à communiquer, à donner confiance à sa population, à faire comme si, c'est comme s'ils géraient une boutique. Alors que nous, on a juste besoin, non pas de critiquer les personnes, n'est pas de vouloir créer de la violence, mais le Congolais doit s'émanciper dans le débat, dans les éléments factuels. Donc, revenons là-dessus, concernant aujourd'hui, que le Congolais soit conscient, à supposer, faisons un peu de la fiction, à supposer que le FMI, c'est une institution qui n'a rien, qui ne regarde pas les recommandations qu'il donne, et bon, c'est pas grave, imaginons qu'il va financer. C'est-à-dire qu'il va permettre à ce que le Congo puisse déjà avoir cet argent pour rembourser sa charge financière de 2018. Parce qu'en plus, l'impact de l'accord du FMI, ça permettra à ce que les partenaires également viennent tels que la France. C'est-à-dire que la France donnera son aide une fois que le FMI aurait validé cet accord. Mais cela ne veut pas dire que nous allons retrouver une situation saine après. Parce qu'après, il faut exécuter le budget qu'on a voté. Donc, l'apport du FMI, c'est juste pour que nous ayons une dette soutenable. Et pour que nous ayons une dette soutenable, il faut que le Congo arrive à rembourser cette année 603 milliards de francs CFA. C'est ça la condition. Donc, si le Congo ne peut pas rembourser 900 milliards cette année, sa dette ne sera pas soutenable. Et puis, si sa dette n'est pas soutenable, ça complique les choses. Maintenant, si vous voulez bien aborder la question. Non, il y a le professeur Okamba qui veut juste revenir un peu sur cet aspect de la soutenabilité de la dette. Oui. Donc, vous voyez bien que le Congo n'a pas mis une solution pour trouver les 603 milliards. Le Congo n'a pas mis une solution. Si le FMI ne fait pas le geste nécessaire pour pouvoir donc conclure cet accord, eh bien, le Congo n'a plus qu'à rééchelonner la dette auprès des créanciers. Et c'est donc ce travail qui devait être fait depuis, ça fait déjà 2 ans qu'on devait le faire. Bon, nous espérons que les autorités sont suffisamment aguerries pour avancer le plus rapidement possible et anticiper l'éventualité du non-accord avec le FMI. S'il n'y a pas d'accord, immédiatement, il faut que ce jour-là, le 27 juin, eh bien, le gouvernement communique en disant, voilà, nous avons fait ce qu'on a pu avec les moyens du bord. On a présenté un dossier au niveau du FMI, le FMI ne l'a pas accepté. Voilà les mesures que nous avons prises pour pouvoir sortir de cette situation. Car en 2010, si vous l'avez rappelé, le Congo a bénéficié donc d'une remise de dette. Bien, qu'est-ce qu'on a fait de cette remise de dette? Eh bien, c'est endetté encore davantage. Autrement dit, la remise de dette n'a pas été bénéfique pour le pays. Donc, cette fois-ci, on espère qu'en rééchelonnant la dette, les autorités mettront en place les outils de gestion
le pilotage de cette dette, puisqu'il y a un organisme qui s'occupe de la dette au Congo, la Caisse congolaise d'amortissement. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Que dit cet organisme en matière de gestion de la dette intérieure comme extérieure? On va chercher des cabinets externes pour faire les audits, je veux bien, mais que dit la Caisse congolaise d'amortissement? Ça veut dire que même cet organe qui est chargé de gérer la dette du Congo ne sait pas quelle est la dette du Congo. Alors finalement, cette dette, elle se passe où? Que font nos parlementaires pour déterminer justement les éléments qui contribuent à l'augmentation exponentielle de cette dette? Voilà. Il y a donc des problèmes de fond qui concernent la gouvernance de notre pays, que les parlementaires, l'exécutif, parce que c'est la responsabilité de tout ce monde-là, okay? Il n'y a pas que le gouvernement, mais il y a aussi les parlementaires qui ont leurs choses à dire là-dessus. Donc, moi, je pense que les autorités, vu la gravité de la situation, ne peuvent pas dormir et se contenter donc de mesures palliatives du genre, on va faire et puis finalement, rien ne se fera. La situation est financièrement grave. Le Congo n'a jamais été dans une situation pareille. Même en 2010, ce n'était pas comme ça. Tout à fait, tout à fait. Bernard Richard Beka, vous voulez donc revenir un peu sur le contrôle de cette dette, en fait. Hein, on parle des organismes qui existent, mais qui ne sont pas opérationnels par rapport à cette dette, et qu'aujourd'hui, je suis quand même surpris qu'on soit encore là à se poser la question de combien est cette dette, alors qu'il y a des chiffres qui circulent finalement, qui sont des chiffres qui ne correspondent à la réalité, et nous pourrions-nous avoir des vrais chiffres pour que le problème soit vraiment pris par les cornes afin d'apporter des vraies solutions, même si elles seront douloureuses, mais au moins les Congolais comprendront qu'on en est là. Oui, mais là déjà, je pense que le professeur Okamba, il a soulevé un point très important quand il a parlé de le contrôle de cette dette avec la caisse d'amortissement qui est censée gérer la dette de notre pays. Les députés, le problème c'est que il manque, ce qui manque au Congo, c'est comment dire, c'est-à-dire les outils de contrôle. Aujourd'hui, l'exécution budgétaire du Congo est contrôlée par les inspecteurs de finances. Or, les inspecteurs de finances dépendent d'un ministère. Ils ne sont pas indépendants. Ils ont un lien de subordination. Et qui comptabilise les décaissements, les encaissements de l'argent public? Ce sont les comptables publics. Et ces comptables publics, ils sont pas indépendants, ils dépendent. Donc, aujourd'hui, si une facture arrive, on leur dit comptabilisez cette facture ou ne la comptabilisez pas, ben les pauvres. Donc, il y a une absence totale d'outils de contrôle, de gouvernance, d'où l'importance d'avoir un organe tel que la Cour des comptes qui est censé être indépendant, où les membres ont le statut d'inamovible, comment ça s'appelle, être inamovible. Inamovibilité. Voilà, le français m'échappe même. Donc voilà, en réalité, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on a un système, un processus budgétaire qui n'a pas de garde-fous. Oui. Qui n'a pas de garde-fous. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le FMI a même du mal à trouver les chiffres. C'est le FMI qui est obligé de découvrir une dette cachée. Bien oui. Tout simplement parce que le principe de la séparation de pouvoir entre l'ordonnateur, le comptable, et même le contrôleur, ce principe est plus ou moins bafoué. Exactement. Et donc, on est dans une situation d'opacité totale, d'asymétrie d'information. Exactement. Et dans ce type de situation, vous comprenez que la dette ne peut qu'augmenter. Parce qu'il n'y a pas de garde-fou, il n'y a pas un système de contrôle, même la Cour des comptes. Les rapports de la Cour des comptes qui est censée contrôler le fonctionnement de l'État, l'exécution du budget de l'État, les rapports de la Cour des comptes ces dernières années ne font pas état de... Non, mais attention, s'il vous plaît, la Cour des comptes au Congo n'est pas encore effective. Hein.
Dans la loi de finances 2018, la Cour du compte, enfin la loi organique, l'article 29, où ce soit la Cour du compte sera effective qu'en 2021. Oui, mais entre-temps, qui est-ce qui contrôle la régularité des budgets? Entre-temps, ce sont les inspecteurs de finances. Et voilà. Et là, vous avez évoqué un point qui est très important. C'est-à-dire qu'au-delà des compétences de tout un chacun, cette asymétrie d'information, c'est cette asymétrie d'information qui tue le pays. Parce que le Congo ne produit pas d'information, que ce soit l'information financière. Et ce qui impacte même le secteur bancaire, qui ne peut pas financer notre économie, parce qu'il y a une très grande asymétrie d'information qui fait qu'on ne peut pas gérer, on ne peut pas maîtriser les risques, on ne peut pas contrôler lorsqu'on manque d'informations. Et un des gros problèmes du Congo, c'est ça. On est en face des vulnérabilités budgétaires. Et aujourd'hui, il est difficile que notre pays puisse avoir une crédibilité dans son exécution budgétaire. Vous savez, regardez le processus budgétaire du Congo. Regardez tous les textes qui sont produits dans ce processus budgétaire. Prenez le processus budgétaire français, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on fait du copier-coller. Et c'est quand même curieux qu'au Congo, vous allez voir dans l'exécution budgétaire, vous avez ce qu'on appelle des autorisations d'engagement, vous avez d'une part des crédits de paiement et vous avez également des emplois rémunérés. Comment aujourd'hui, on n'est pas capable de savoir le nombre de fonctionnaires des Congolais? Comment aujourd'hui, on n'est pas capable de savoir ça? Pourquoi? Parce que vous allez retrouver des fonctionnaires qui touchent leur salaire, mais qui ne sont pas en poste, qui sont à l'étranger, Mais comment ça? Alors que ce sont des emplois rémunérés. Ici, en France, tout fonctionnaire, il est rémunéré sur ce qu'on appelle les ETP, les employés à temps plein, effectifs. C'est-à-dire qu'il faut avoir une gestion du temps. Mais les gens qui ne produisent rien, ils arrivent le matin dans les bureaux, on ne sait pas ce qu'ils produisent, et à la fin du mois, ils vont se pointer pour toucher leur salaire. Donc, c'est tout ça qui font qu'aujourd'hui, notre exécution budgétaire n'est pas efficiente.